Bien le bonjour les Inxieuses, et aujourd'hui nous allons parler d'Aquaman Andromeda, ça va permettre de nous rafraîchir, là on va se plonger dans les profondeurs abyssales où il fait froid, parce que là c'est compliqué de faire des vidéos en ce moment. Ah, je transpire, c'est une catastrophe, c'est une horreur les petits gars. Aquaman Andromeda, sorti aux éditions Urban Comics dernièrement, évidemment collection DC Black Label, voilà ça fait plaisir, c'est scénarisé par Ramvi et c'est dessiné par Christian Ward. Ça nous était vendu comme un thriller horrifique, psychologique, sous l'océan, avec Aquaman dedans, donc forcément t'imagines bien que moi, il en fallait pas plus pour me convaincre de l'achat. Et à l'époque, je voulais me ruer sur les sorties en VO, sur les issues, parce que le cinéma d'horreur est une de mes autres passions, que je n'évoque pas forcément beaucoup sur la chaîne, mais il faut le savoir, j'aime beaucoup tout ce qui a trait à l'horrifique et au huis clos. J'adore ça. Et là, avec Aquaman dedans, sous la flotte, putain de bordel de merde. Ouh, ça me donnait envie, ça. Et une petite voix au fond de ma tête me disait: Ose, réfrène tes ardeurs, calme-toi, bois frais, bois un thé glacé, parce que ça risque de sortir chez Urban. Pourquoi ? Parce que Black Label, et c'est vrai qu'Urban a une gamme relativement généreuse en termes de Black Label, et Ramvi, qui est un auteur largement plébiscité ces derniers temps, et à juste titre. Donc j'ai bien fait d'attendre, parce qu'on a bel et bien eu cette édition Black Label chez Urban, avec un magnifique relié, cartonné évidemment. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, la largeur de ces titres Black Label, malheureusement, qui ne correspond pas avec le reste de la collection. Alors si, en termes de Black Label, il y a deux formats, il y a le format Deluxe classique, et il y a le format plus large, quoi. Alors ça me fait chier, parce que du coup ça dégueule littéralement des étagères, mais au moins on a de la place. Christian Ward a de la place là pour s'exprimer. Regardez-moi cette double page absolument incroyable. Aquaman, il est minuscule, il est perdu dans cette immensité glaciale et sombre et obscure. Et c'est clairement ce qu'il fallait pour un livre, pour un récit de cet acabit. Le scénario, comment résumer ça sans trop rentrer dans le détail, parce que vous verrez qu'à la fin de cette vidéo, je vous enjoindrai très clairement à vous procurer cet album et à lire cette histoire qui est absolument fantastique. On a un objet qui vient du ciel, qui traverse là, comme on appelle ça, la stratosphère, et qui arrive sur Terre et qui s'écrase au fond d'une fosse océanique, donc sous l'océan, forcément, fosse océanique, océan, forcément. D'ailleurs, petite pensée à monsieur Paul-Henri Narjolet, qui faisait partie de cette expédition, si vous suivez les infos, l'expédition à bord de la petite capsule sous-marine, le Titan, qui était vouée à aller explorer l'épave du Titanic, et ils ont disparu en mer, et donc à l'intérieur de cet équipage se trouvait monsieur Paul-Henri Narjolet, qui est un très grand passionné et très grand connaisseur du Titanic. C'est une personne que j'adorais suivre, j'ai suivi énormément, j'ai écouté énormément de ses interviews, c'est une personne passionnante à écouter, et ce monsieur manquera très clairement à la cause. Voilà, pour les gens comme moi qui sont passionnés de toutes ces histoires sous-marines et du Titanic. Voilà, donc je voulais faire une petite pensée, parce que là, très clairement, on est dans la thématique. On a donc cet objet qui s'écrase, non pas dans la fosse des Mariannes, qui est l'endroit le plus profond sur Terre, avec 11 km de profondeur, mais dans une autre fosse océanique un peu plus loin, qui nous est vendue comme le point le plus isolé sur la planète Terre, le plus éloigné en fait de toute trace de civilisation humaine. Rien que ça. Donc t'imagines bien que là... comme il est expliqué d'ailleurs à la fin du bouquin, au fond des mers, personne ne vous entendra crier. Petite référence, et je vais revenir là-dessus. L'idée, c'est de monter une expédition pour aller tenter d'établir un contact avec cet objet qui semblerait être un objet extraterrestre. En tout cas, s'il s'est écrasé là, s'il a choisi cet emplacement, c'est peut-être complètement délibéré. Donc l'idée, c'est d'aller rentrer en contact avec l'objet. On va créer cette petite expédition composée essentiellement d'océanographes et d'ingénieurs et de scientifiques, évidemment. Et l'expédition va être composée de 2 vaisseaux. Un navire, une frégate, qui restera en surface, stationnaire, afin d'assister l'opération et d'apporter toute la logistique. Ce navire, il s'appelle l'Arizona, je crois, l'USS Arizona, ou quelque chose comme ça, ou l'Esperanza, voilà, c'est ça. Alors, est-ce que je peux vous le trouver ici ? Non, ça spoil. Ouais, il faut que je fasse très attention en vous montrant les visuels, parce que là, c'est une histoire assez contenue, 160 pages, 3 issues, 3 chapitres. Il y a un début et une fin, c'est vraiment une histoire qui se lit comme un one-shot, donc très vite, je pourrais spoiler sans le vouloir forcément, donc je fais très attention à ça. Il est où ce putain de bateau ? Putain, il est perdu comme le Titanic, il est là. Donc voilà, un bateau en surface, et
sous l'eau un sous-marin. Là, on ne parle pas d'une petite capsule sous-marine, on parle d'un bâtiment énorme avec des couloirs, avec des quartiers, vraiment un endroit dans lequel une petite dizaine de personnes pourraient vivre plusieurs semaines. Et donc ils vont se poser, j'allais dire en orbite, pourquoi pas, ils vont se poser juste à côté de l'objet à étudier, et forcément il va se passer des choses pas très catholiques. Et je pense que je vais arrêter là pour la révélation du scénario, pour justement éviter de vous gâcher la surprise. Ça nous est vendu comme un thriller horrifique et psychologique sous l'océan, c'est très clairement ce que c'est, on ne ment pas sur la marchandise à ce niveau-là. Et voilà, Randy oblige, d'ailleurs ça m'a rappelé quelques aspects de son Swamp Thing, dont j'ai lu le premier tome. Il y a vraiment tout ce côté psychologique, quoi. On va vraiment creuser ce qui se passe dans la tête des gens, on va remuer leur passé, on va essayer d'aller explorer leurs peurs les plus enfouies, les plus sombres, des craintes enfantines, ce genre de choses qui vont revenir à la surface, hein. Surface, champ lexical, de l'eau. Et vraiment, ouais, sous certains aspects, ça m'a beaucoup rappelé Swamp Thing parce qu'il y a beaucoup de récits en introspection où tu es dans la tête des gens et tu écoutes leurs pensées, en fait. On te met à leur place, en fait. Et forcément, petit à petit, quand tu es paumé sous l'océan comme ça et que tu n'as pas forcément moyen de regagner la surface, en tout cas quand tu es isolé dans un endroit clos avec des gens que tu n'aimes pas forcément plus que ça, il y a des tensions qui vont se créer et on sent que ce groupe est voué à sa perte. Voilà, je n'en dis pas plus. Il y a un côté très Sunshine, hein, le film de Danny Boyle ou même Alien, voilà la référence, qui est directement cité par Urban ici d'ailleurs avec ce fameux au fond des mers, personne ne vous entendra crier sur la 4e de couverture. Donc oui, voilà, il y a vraiment ce côté Alien, côté Sunshine de Danny Boyle. Ça m'a fait penser aussi à un film qui s'appelle Pandora, que je vous invite à voir parce qu'il n'est pas spécialement connu, mais il est vraiment excellent. Et Abyss de James Cameron. Forcément, regardez-moi cette double page. On sent toute la pression de la flotte, là, sans mauvais jeu de mots, hein, c'est-à-dire que c'est oppressant. Les êtres humains sont des entités minuscules perdues dans quelque chose d'immense et de sombre. Alors, peut-être pas suffisamment sombre, c'est un petit bémol que j'évoquerai sur la partie graphique. C'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de couleurs chaudes par moment, du orange, du rouge. Et bon, là on est dans l'intérieur du sous-marin, donc pourquoi pas. Mais j'aurais voulu quelque chose de beaucoup plus sombre, de beaucoup plus glacial. Tu vois, là par exemple, ça spoile pas ça. Il y a du rose, du mauve. Bon, j'aurais voulu qu'on reste plus dans des teintes plus sombres, du noir, du bleu, du turquoisé, éventuellement du vert foncé, mais qu'on ne sorte pas de ces couleurs froides parce qu'on est censé être sous la flotte. Mais voilà, ça c'est vraiment moi qui pinaille pour le coup et qui essaie de trouver des défauts. Il n'y en a pas vraiment en réalité sur la partie graphique parce que c'est juste incroyable. Il y a un côté presque peinture. Alors par contre c'est du full numérique, si je dis pas de bêtises. Et il y a un côté il y a un côté peinture, aquarelle, je sais pas comment expliquer. C'est très dépouillé, c'est-à-dire qu'on s'attarde pas forcément sur les décors. Les décors en fond de case sont toujours très dépouillés, c'est jamais bien précis quoi. On va plus s'attarder sur les expressions faciales des personnages, et comme j'expliquais, c'est un thriller psychologique, donc heureusement. Mais c'est vrai que si vous vous attendiez à voir des beaux fonds marins, ce genre de choses qu'on pourrait voir par exemple de la Command New 52 d'Ivan Reis, c'est pas forcément le cas ici. Là, c'est beaucoup plus vaporeux, beaucoup plus abstrait, quoi. Mais c'est voulu parce qu'évidemment, on est dans une ambiance très, très oppressante, en huis clos, très angoissante, mystérieuse également. C'est empreint de magie, empreint de ténèbres. Et il fallait pas que tout soit parfaitement détaillé et parfaitement précis. C'était vraiment voulu. Autre petit bémol, c'est peut-être la représentation physique d'Aquaman. Donc là, on est vraiment sur le visuel. Hein. La représentation d'Aquaman, écoutez, je vais vous montrer la couverture, ça sera peut-être plus parlant. Parce que je crois que c'est le dessin le plus précis qu'on a de lui à ce niveau-là. On dirait une entité maléfique, je sais pas, il y a quelque chose qui me dérange. Donc il est représenté sous ses traits les plus durs, les plus bruts en fait. Son aspect le plus sombre avec ses yeux luisants d'un blanc malveillant. Là. C'est vraiment une entité spectrale, un démon des profondeurs. Alors, attention, hein, ça reste le Aquaman qu'on connaît, ça reste le super-héros bienveillant, etc., qui sauve des vies, en tout cas qui essaye. Il est un petit peu plus farouche que d'habitude, pour être franc avec vous, un peu plus sauvage, un peu moins loquace, quoi. Plus ténébreux. Mais pourquoi pas, puisqu'ici il est représenté comme étant une légende, comme étant un dieu des fonds marins, quoi. Vraiment, il y a ce côté entité spectrale,
légende de conte pour enfants. On ne sait pas vraiment s'il existe parce que on est constamment avec les plongeurs, avec les scientifiques coincés dans ce sous-marin. Et Aquaman, on ne sait pas vraiment s'il existe ou s'il s'agit d'une légende. Voilà, donc j'aime beaucoup parce que ça élève le super-héros au rang encore au-dessus, quoi. Vraiment, ça l'élève au statut de légende, au statut de dieu. D'ailleurs, regardez, on dirait presque Poséidon ici avec son trident, son armure chitineuse et recouverte par le corail comme une vieille épave. Une vieille épave qui a passé trop de temps au fond de l'eau et qui est recouverte, qui est complètement mangée par le corail. Il y a vraiment cet aspect où Aquaman est plus lié que jamais à l'océan, comme s'il était prisonnier de l'océan de par cette armure. Je parlais de chitine, vous savez, c'est la matière en fait dont est faite la carapace des crabes, ou des scarabées, ou de certains insectes. Mais là, on va parler des crabes pour le coup. D'ailleurs, le crabe, c'est une très belle allégorie pour le personnage d'Aquaman, parce que c'est un animal qui fait la jonction entre la terre et la mer. Donc c'est clairement le cas d'Aquaman. Et ouais, cette cuirasse en chitine là, qui rappelle très clairement ce que voulait faire Jim Lee à l'époque des New 52. Lorsque Jim Lee avait été chargé de redesigner de manière moderne les costumes des super-héros de la Justice League pour les New 52. Vous savez, le premier arc là qui s'appelle Les Origines en VF, qu'il a coécrit avec Geoff Jones. Et à l'époque, il était chargé de redesigner de manière moderne le costume de Superman, de Wonder Woman. Il avait changé le doré pour de l'argenté, Superman il avait effacé le slip rouge, etc. etc. Et l'idée de base pour Aquaman, pour revitaliser un peu le personnage, pour le moderniser, c'était de lui mettre non pas son costume écaillé doré des années 40, qu'il a toujours eu au travers du temps, à part en 1986, mais de partir sur quelque chose de beaucoup plus chitineux, qui rappellerait justement la carapace des crabes, et c'était très clairement ce qu'il avait à l'idée, Jimmy à l'époque, et puis l'idée n'avait pas été retenue, ouf. Moi, je suis fervent défenseur, fervent partisan du costume classique écaillé. Mais voilà, ça vient probablement de là, l'inspiration de Christian Ward. Pourquoi pas, ça change. Étant donné qu'on est sur un one-shot et que c'est complètement déconnecté de la continuité, ça ne me dérange pas. C'est pas quelque chose qui reviendra. Donc du coup, cet Aquaman, il a son style propre. Et vu qu'on est dans un récit isolé, eh ben, ça ne me dérange absolument pas. C'est juste que je suis pas un grand fan de cette représentation physique. Voilà. D'ailleurs, oui, je parlais de one shot. On a 3 issues ici. Donc tout est compilé là-dedans, évidemment. C'est un début et une fin. Vous pouvez acheter ça sans avoir à lire quoi que ce soit d'autre. C'est déconnecté de tout. T'as pas besoin de connaître le background d'Aquaman. Parce que le peu qu'il y a à savoir est parfaitement résumé ici par Ramvi. Qui va d'ailleurs essayer au passage de re-raconter l'Atlantide, re-raconter le déluge qui a fait qu'Atlantide a sombré sous les eaux à sa manière à lui, afin de correspondre avec son scénario. Donc vraiment tout ce qu'il y a à savoir sur le personnage est résumé ici parfaitement. C'est limpide, c'est fluide, il n'y a pas besoin de se faire bourrer le crâne avec d'autres éléments qui ne servira à rien. Donc à ce niveau-là, c'est du très bon boulot de la part de Ramvi, qui a cette écriture tout en poésie, avec beaucoup de figures de style, beaucoup de métaphores, beaucoup d'allégories. C'est toujours très plaisant à lire Ramvi. Je comprends pas tout par moment, je dois être franc avec vous, parce que c'est vraiment très fin. Il y a beaucoup de choses très poétiques, quoi, de métaphores, et par moments tu comprends pas forcément le sens de toutes ces phrases, mais ça reste super plaisant à lire. Et très ingénieux. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Regardez-moi ça. Si c'est pas la classe. Je suis peut-être un petit peu déçu en ce qui concerne le scénario quant au sujet de la révélation finale. Voilà. Qu'est cet objet finalement? Qu'est-ce qu'il contient? Tout ça, je ne vais pas vous spoiler, vous en faites pas. Mais c'est peut-être, j'ai trouvé que la révélation était peut-être un peu facile. Tu vois, je m'attendais à quelque chose d'un peu plus travaillé à ce niveau-là. Et malheureusement, je suis pas très friand de ce qu'on m'a servi. C'est un récit à ambiance, alors essayez de vous en créer une autour de vous. Au moment de la lecture, c'est très clairement ce que j'ai fait. C'est-à-dire que moi, j'ai attendu que tout le monde soit couché, que le calme revienne dans la maison. Je me suis isolé dans cette pièce, dans le noir. J'allais dire le plus total, mais non, parce que sinon, c'est compliqué pour lire. Hein. Mais l'idée, c'était de lire avec vraiment un minimum de lumière. Donc, juste la petite luminosité très timide d'une petite veilleuse. Le noir absolu tout autour, le calme parfait. Et des écouteurs avec en fond... vous savez, le bruit comment on appelle ça, des sound effects qu'on peut trouver sur YouTube. Le mien s'appelle Deep Ocean Ambience Sound, je crois, quelque chose comme ça. Tu sais, la musique de 2 heures que tu écoutes pour t'endormir. Bon, voilà, parfait. T'entends c'est pas une musique en fait, c'est des bruits environnementaux. T'es plongé dans l'océan, t'entends les bruits des courants sous-marins, des baleines au loin. Et pour lire ça, c'était absolument parfait.
Voilà. Bref, donc pour moi c'est un grand oui, malgré les petits défauts que je vous ai énumérés. Ça n'a quand même pas entaché mon plaisir. Et pour 17 balles, ben, ça fait plaisir d'avoir une lecture Aquaman, voilà, qui se lit rapidement, il y a pas de prérequis, donc ça c'est très cool. Et Aquaman, c'est un personnage qui en termes de publication est très timide. Alors c'est pas, je jette pas la pierre à Urban, hein, je sais comment ça se passe outre-Atlantique, mais voilà, là pour le coup c'est l'occasion de lire du Aquaman, de lire du bon Aquaman. Le personnage est revisité d'une manière très personnelle par Ramvi. Donc ça fait plaisir, il n'est pas dénaturé, bien au contraire, il est iconisé plus que de coutume. Et vraiment, moi ça m'a fait grandement plaisir. C'est un très bel hommage au personnage, donc merci à Ramvi, et foncez sans hésiter. Allez, ciao les petits gars.